Mesdames, merci d'avoir accepté de venir, de participer à cette audition. Chers collègues, bonjour. Je vous prie de m'excuser donc pour ces lunettes, puisque j'ai laissé mes lunettes de vue blanches dans mon bureau. Donc voilà, c'est pas pour faire du genre, mais voilà. Donc je lirai avec mes lunettes de soleil. Mes chers collègues, nous poursuivons les travaux de notre mission d'information sur la souffrance psychique au travail en nous intéressant aujourd'hui à la situation particulière du monde agricole. La France a la spécificité de disposer d'un régime de sécurité sociale autonome dédié aux personnes salariées et non salariées des professions agricoles qui fonctionne sous la forme d'un guichet unique, la mutualité sociale agricole. Elle est donc compétente pour l'ensemble des branches de la sécurité sociale et notamment pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, ce qui nous intéresse plus particulièrement. À la tête d'un réseau de 35 caisses locales, la MSA assure la prévention des risques professionnels pour près de 1 300 000 actifs, exploitants et salariés agricoles, exerçant dans 194 000 établissements. Il est faux de penser que seul le risque physique pèserait sur les professionnels du monde agricole. La souffrance psychique y est tout aussi forte que dans le reste de l'économie et prend parfois des formes plus exacerbées, avec notamment un risque de suicide accru. Pour échanger avec nous sur la façon dont le régime agricole fait face à la montée des risques psychosociaux et à la croissance de la souffrance psychique au travail, nous recevons une délégation de la MSA, conduite par Madame Anne Gauthier, vice-présidente de sa caisse centrale, accompagnée des docteurs Dominique Semararo, directrice nationale de la santé et de la sécurité au travail, et Laurence Ladrière-Lisée, médecin directeur national de la direction du contrôle médical, de la gestion du risque et de l'organisation des soins. Nous nous interrogeons sur la façon dont le régime agricole fait face à la prévalence croissante de l'épuisement professionnel. Quelles sont les lignes directrices de la politique de prévention que vous mettez en œuvre ? Comment s'articule-t-elle avec celle du régime général et l'action d'organismes comme l'INRS et l'ANACT ? Lorsque la prévention est mise en échec, la question du suivi des victimes est cruciale. Avez-vous mis en place des dispositifs spécifiques visant à accompagner les personnes ayant subi un burn-out pendant le parcours semé d'embûches qu'elles traversent, jusqu'à leur apporter un appui à la réinsertion professionnelle ? Qui plus est, la MSA pilote le système de médecine du travail dédié au monde agricole. Comment celui-ci est-il adapté à la montée des risques psychosociaux ? Avez-vous identifié une spécificité agricole en la matière ? La question de la reconnaissance des affections psychiques en tant que maladie professionnelle fait également l'objet de vifs débats. Est-il désormais souhaitable, selon vous, d'établir un tableau de maladies professionnelles ? Qu'est-ce qui y ferait obstacle ? Prônez-vous plutôt le maintien du système actuel d'une reconnaissance au cas par cas qui montre ses limites ? Voici quelques-unes de mes interrogations qui sont partagées par mes collègues et auxquelles vous pourrez peut-être répondre. Je vous donne maintenant la parole pour un propos liminaire d'environ 10 minutes avant que notre rapporteur et nos collègues réagissent à vos interventions. Merci Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs les sénateurs, sénatrices. Et je vais donc faire le propos liminaire. Anne Gauthier, donc vous l'avez dit, je suis vice-présidente à la Caisse centrale, Collège des employeurs, agricultrice dans le Maine-et-Loire, présidente de la Caisse du Maine-et-Loire par ailleurs. Donc concernant la MSA, vous l'avez aussi évidemment souligné, la MSA c'est un régime obligatoire de sécurité sociale qui se caractérise en tant que régime professionnel agricole, mais également par sa gouvernance mutualiste et son guichet unique. Le régime professionnel agricole, puisqu'il gère à la fois la sécurité sociale de l'ensemble du monde agricole, dans ses différentes composantes métiers, que ce soit les métiers de la production agricole, des organismes professionnels agricoles, comme Groupama ou le Crédit Agricole, mais les coopératives également, mais aussi au travers de la variété des professionnels qui composent, en particulier donc les non-salariés et les salariés agricoles. Et cette diversité, c'est une vraie source de richesse pour le régime qui doit trouver des positions communes à l'ensemble de ses élus.
ce qui est évidemment une grande originalité, ce qui donne lieu aussi à réflexion et à composition un peu plus poussée peut-être que dans d'autres régimes. La gouvernance mutualiste, c'est un processus électoral pyramidal, puisque nous partons du délégué cantonal au conseil central d'administration, qui élit en son sein le président et les membres du bureau. Et les dernières élections, vous le savez, se sont déroulées en avril 2025. Le mutualisme se traduit donc à la fois par la très forte implantation territoriale du régime au travers de ses délégués et par un pouvoir qui s'exerce par les assurés au travers des élus. Et c'est en particulier le Conseil central qui choisit librement le directeur général de la MSA sans nomination par les ministères de tutelle, ce qui est par ailleurs le cas dans les autres caisses nationales, mais nous sommes bien une caisse centrale. Le guichet unique regroupe toutes les compétences du régime obligatoire, que ce soit de sécurité sociale qui sont réparties par branche au sein du régime général ou seulement partiellement présentes dans d'autres régimes. On recouvre évidemment les cotisations que les prestations de toutes les branches de sécurité sociale, aussi bien vieillesse, famille, maladie, santé, sécurité au travail, qui est une spécificité en incluant en particulier la médecine du travail, à la différence du régime général, ainsi que l'action sanitaire et sociale, ce qui nous permet d'être au plus proche du besoin de nos ressortissants. Enfin, au-delà de ses missions de service public, la MSA intervient comme opérateur de la protection sociale obligatoire, y compris pour le chômage avec le recouvrement des cotisations, mais également sur le champ de la complémentaire en matière de santé, que ce soit par rapport aux accords de la production, la retraite pour les salariés, on peut citer Agrica par exemple, la formation professionnelle, FAFCA pour le côté salarié, Vivea pour les non-salariés, au profit donc d'organismes tiers qui nous confient leur gestion. Au-delà, la MSA se positionne comme un opérateur au profit de tiers, aussi bien pour le monde agricole que plus largement à l'image de la SNCF, la RATP, l'Assemblée nationale, mais aussi le Sénat, dont elle assure l'infogérance de leur branche maladie. Enfin, la MSA intervient au profit de l'ensemble du monde rural en animant un réseau d'offres de services de proximité et en développant une démarche de partenariat avec des collectivités locales et le tissu associatif. Donc MARPA pour les résidences autonomie, Solidel en appui aux travailleurs porteurs de handicap, Laser pour l'insertion, Présence verte pour la téléassistance et le maintien en autonomie et en sécurité à domicile. Le régime agricole négocie actuellement la COG 2026-2030. Je ne peux pas passer sous silence cette période qui est charnière pour nous, bien évidemment. Cette dernière est chargée de définir les priorités, les engagements et les moyens mis en place pour assurer les missions de service public de la MSA. Les enjeux de cette négociation de la COG, donc pour les 5 prochains exercices, une négociation qui est entrée dans sa phase finale. La COG est désormais structurée autour de 3 axes, 9 ambitions et 26 engagements, avec des indicateurs de suivi qui sont consolidés, et les discussions portent encore sur les moyens alloués au régime agricole, la trajectoire des effectifs, les règles de gestion du FNGA, donc gestion du personnel. Les arbitrages interministériels sont malheureusement toujours en attente. Une inquiétude majeure, c'est la trajectoire des effectifs, puisqu'une baisse des effectifs qui doit impérativement être contenue, au-delà déjà du fait que nous avons déjà perdu 20% de nos effectifs en moins de 15 ans, donc je pense que l'effort, nous en avons déjà produit un énorme, et un contexte de crise que vous n'ignorez pas, qui est récurrent, et à tel niveau menacerait la mise en œuvre des réformes, la continuité de service et l'accompagnement des publics fragiles, qui va faire le lien avec le sujet particulier de l'audition de ce jour. La lutte contre la fraude et la présence territoriale. Si je ne devais citer que ces 5 points, je pense que si la trajectoire de nos effectifs devait être trop amputée, nous aurions beaucoup de mal à maintenir ces différentes missions. Donc la proposition MSA est évidemment de continuer un effort parce que ça nous semble normal au regard du contexte de notre pays, mais un effort de 2% de gain de productivité, soit un effort comparable à ce qu'a eu le régime général.
La réalité de l'activité, en fait, c'est que la charge augmente. Pourquoi elle augmente? Alors certes, vous allez sans doute me dire que nous avons une baisse populationnelle de non-salariés agricoles, mais ça ne reflète pas vraiment l'activité réelle, puisque la population de salariés, elle est en dynamique. Les charges constatées et quantifiées dans de nombreux domaines, que ce soit famille, retraite ou santé, et un travail social qui, pour le coup, est en très nette hausse au regard des crises successives dans le monde agricole, avec plus 31% de signalements en 2024, plus 41% en 2025. Alors après, on peut l'interpréter peut-être positivement, c'est parce que nous devons être un peu reconnus dans ce que nous faisons et que du coup, nous sommes plus facilement sollicités. Mais pour autant, ça veut aussi dire qu'il faut que nous soyons en capacité de répondre. Et donc, la pression sur les équipes, elle est continue, et ce, malgré la baisse relative du nombre d'adhérents. Donc si je fais un tout petit focus sur nos adhérents, je m'attarde 2 secondes sur la problématique d'exploitant qui a 3 casquettes en même temps, hein. Celle d'un ouvrier où il fait face à un nombre d'heures de travail important, celle d'un expert technicien avec un enjeu de toujours se tenir au courant des évolutions technologiques dans son métier et réglementaire, et c'est pas le chapitre qui est le moins épais, celle d'un chef d'entreprise qui doit aussi manager, gérer, prendre des décisions. Eh bien, si je devais évidemment illustrer la charge mentale d'un exploitant agricole, je pense que déjà c'est déjà pas mal, et il faut qu'il arrive à faire ça au quotidien, et c'est extrêmement difficile. Alors, les crises agricoles, une MSA qui est en première ligne. Quelques chiffres marquants: 60 000 agriculteurs accompagnés en 3 ans, un agriculteur sur 5 en difficulté financière. C'est quand même 20%, c'est absolument monumental. Plus 46% de surrisque de suicide agricole, quasi 8200 signalements traités en 2025, dont 89% par la MSA. La mobilisation est permanente du Fonds national d'action sanitaire et sociale, ainsi que les prises en charge de cotisations agricoles qui sont à hauteur de 30 millions annuellement, sauf enveloppe parfois complémentaire, comme d'ailleurs Madame la Ministre vient d'en annoncer une, au regard de la crise énergétique de plus 20 millions en début d'année. Sans moyens humains et financiers, cet accompagnement ne pourra pas être maintenu. Dans ce contexte de crise récurrente, la MSA mène de nombreuses actions d'accompagnement des professionnels de santé, que ce soit les non-salariés ou les salariés, puisqu'évidemment les deux font partie de notre régime, à l'image de la prévention des risques professionnels, des aides et des subventions visant à améliorer la santé et la sécurité sociale, la sécurité au travail, l'adaptation des conditions d'exercice aux mutations des métiers agricoles. Elles sont permanentes et parfois difficiles à passer. La prévention du mal-être, qui est de plus en plus présent dans la profession et identifié depuis maintenant de nombreuses années. L'ensemble de ces missions requiert des moyens humains et financiers adaptés pour aller vers des publics qui, bien qu'ils aient de réels besoins, sollicitent rarement d'eux-mêmes les dispositifs mis à leur disposition. Ce que la MSA demande, eh bien, c'est un alignement avec le régime général, donc les 2% de gains de productivité, pas davantage, le maintien des moyens pour gérer les crises et les réformes, la préservation de la présence de proximité dans les territoires ruraux où nous œuvrons au quotidien, la cohérence des politiques publiques, puisqu'il est impossible de lutter contre le non-recours, la fraude et les déserts médicaux en affaiblissant l'opérateur majeur des territoires ruraux. C'est un cap social clair pour le monde agricole dont nous avons besoin. Les caisses de MSA sensibilisent actuellement leurs parlementaires aux enjeux de cette négociation. Ces derniers ont adressé, je crois, à ce jour, plus d'une 50aine de questions écrites et plus d'une dizaine de courriers au ministère de tutelle, qui sont l'agriculture, la DSS et les comptes publics. Donc ça, c'était évidemment le petit focus un peu singulier par rapport à la période que nous vivons sur la négociation de la COGE et qui fait écho directement sur la problématique, évidemment, de la souffrance psychique au travail de nos ressortissants. Et je vais donc, pour ma part, m'en arrêter dans un premier temps à cette partie, et puis je vais laisser les deux docteurs qui, évidemment, ont des compétences métiers reconnues, chacune dans leur domaine,
répondre à la liste de questions que vous nous avez adressées en amont et que vous avez reformulées au début de votre intervention. Merci. Donc, je suis médecin du travail agricole et donc directrice de la santé-sécurité au travail. La santé-sécurité au travail est organisée dans les MSA sur le terrain, donc par 35 services de santé-sécurité au travail, et donc qui sont composés de plusieurs équipes. L'équipe des médecins et des infirmiers, qu'on appelle l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, qui ont leur équivalent au niveau des services de prévention du régime général. Et nous avons l'équivalent des CARSAT dans nos services, qui sont ce que nous appelons les conseillers en prévention des risques professionnels, et qui sont l'équivalent des ingénieurs CARSAT et qui ont des missions identiques avec la possibilité de donner des aides financières, et ils ont exactement les mêmes missions que les ingénieurs de la CARSAT. Donc à ce niveau-là, nous sommes déjà en partie dans une sorte dans le guichet unique. Donc nous avons environ 1000 personnes qui travaillent sur le réseau, avec un tiers de conseillers en prévention, un tiers de médecins, un tiers d'infirmiers, plutôt un quart, et puis des gestionnaires administratifs qui les accompagnent dans leur action. Donc nous couvrons toutes les entreprises agricoles et les exploitations agricoles du territoire en France métropolitaine. Donc nous travaillons, Madame Gauthier a bien insisté sur le guichet unique, et c'est notre singularité, car nous travaillons beaucoup en transversalité avec les autres services de la MSA. Donc ceux avec qui nous travaillons le plus sont les travailleurs sociaux, les médecins conseils, mais aussi les services en lien avec les entreprises. Et donc nous mettons en place des actions communes en transversalité, l'objectif étant d'intervenir sur nos métiers en union, je dirais, au bénéfice de nos entreprises, de leurs salariés et des exploitants. Donc c'est très important et ce depuis longtemps. Et donc nous sommes très fortement engagés tous ensemble dans la prévention du mal-être agricole, chacun à notre niveau, avec les travailleurs sociaux, avec les médecins conseils et avec toute l'ingénierie qui a été mise en place avec le réseau des sentinelles qui permettent la détection des gens en mal-être, et aussi donc au niveau du mal-être, de la prévention du mal-être agricole, et au niveau de la prévention de la désinsertion professionnelle. Et nous sommes depuis très longtemps et de façon tous les services de MSA ont une cellule de prévention, d'accompagnement, de prévention de la désinsertion professionnelle. Toutes les caisses de MSA ont une cellule de prévention du mal-être agricole. Et donc, nous associons nos compétences pour travailler au bénéfice de nos adhérents. Alors, d'un point de vue du métier santé-sécurité au travail, nous nous positionnons très en amont. Donc nous avons le plan, tous les 5 ans, nous avons un plan santé-sécurité au travail quinquennal. Donc là, nous venons de produire le plan 2026-2030 qui prend la suite du plan précédent, donc en particulier sur la prévention des troubles psychosociaux. Et donc, je vous donnerai, j'ai pris tous les tirés à part concernant le plan, la prévention du mal-être. Vous aurez tous les éléments à votre disposition. Et donc, dans ce plan, qui est porté par l'ensemble des intervenants de la santé-sécurité au travail, en accord aussi avec le plan santé-travail du régime général, puisque nous travaillons pas à côté, mais voilà, nous avons la possibilité de nous organiser et d'utiliser des méthodes qui nous sont propres, en particulier sur la vision de la prévention des troubles psychosociaux.
En particulier, dans ce plan 2026-2030, donc nous avons un axe qui est non, je vais quand même dire depuis le départ. Alors, avec déjà des objectifs transversaux, c'est-à-dire qu'on essaye d'être le plus en amont possible en prévention primaire, c'est-à-dire que, et en sachant que notre cible n'est pas l'individu, mais la situation de travail. En se disant que quand on gère, on met en place une situation de travail qui est plutôt bénéfique pour la santé des personnes qui l'occupent, eh bien, on va agir sur un plus grand nombre de personnes. Voilà. Donc ça, c'est la prévention primaire. Et quand par hasard, on est, enfin pas par hasard, la plupart du temps, on est alerté d'une situation qui est dégradée pour un individu, notre objectif, c'est d'aller regarder la situation de travail. Notre périmètre, c'est la situation de travail. Hein. La situation de travail, en sachant que quand une personne est mal sur son poste de travail, en situation de mal-être, en situation de troubles anxieux, de troubles psychiques, qu'il dit en lien avec la situation de travail, il faut se dire que toutes les personnes qui occupent cette situation de travail vivent une situation dégradée, puisque le management est en difficulté, les collègues sont en difficulté. Donc notre objectif, c'est de repérer les situations de travail qui sont à risque, d'aller mobiliser les entreprises responsables de ces situations de travail, d'analyser les situations de travail et ensuite d'accompagner les entreprises afin d'améliorer la situation et de faire un plan d'action de façon à ce que cette situation soit transformée. Donc ça, c'est un principe général. Voilà. L'autre principe général, c'est que on ne donne pas des solutions toutes faites. C'est-à-dire qu'on considère que chaque situation est une situation qui est, je trouve pas le mot, singulière, merci beaucoup, une situation singulière avec une entreprise qui a un contexte particulier, qui a, c'est tout à fait singulier, et que la personne qui connaît mieux son entreprise, les personnes qui connaissent mieux l'entreprise et la situation sont les salariés et les managers, les employeurs. Donc, nos équipes ont pour objectif de travailler avec ces personnes-là afin de trouver la solution la plus adaptée à la situation. C'est comme ça qu'on travaille. Voilà. Et donc, avec différents outils qu'on a mis en place et qu'on construit encore de façon à améliorer notre accompagnement. Voilà. Et donc, autre point particulier, c'est que nous ne silotons pas les risques. Nous considérons, nous essayons de travailler dans une méthode en vision globale et systémique d'une situation de travail, en partant du principe que quand vous avez des troubles musculo-squelettiques, des troubles psychosociaux, et je dis bien troubles psychosociaux et non pas risques psychosociaux, les troubles psychosociaux sont des effets sur la santé qui sont liés à des déterminants au niveau de la situation de travail qui font que la personne est mal, a des effets négatifs sur sa santé. Donc ça peut être, l'exemple le plus simple que je donne tout le temps, c'est je peux avoir mal au dos, trouble musculo-squelettique, et en avoir plein le dos, trouble psychosocial. Et dans les douleurs chroniques, c'est jamais une cause linéaire. C'est toujours une cause circulaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs déterminants qui viennent s'additionner pour provoquer le trouble. Donc notre objectif, c'est en analysant la situation de travail, c'est d'aller chercher les déterminants qui sont responsables de cette situation, qui peuvent être le fait d'une organisation de travail avec des cadences, avec des ports de charge, mais aussi une situation conflictuelle dans la situation de travail ou un contexte socio-économique compliqué qui fait que l'entreprise va mal et les salariés aussi vont mal obligatoirement. Donc on est dans un groupe. Donc notre idée, notre principe, c'est de travailler en vision globale et systémique, et nous formons nos équipes de terrain sur cette vision, sur cette approche, de façon et à tous les niveaux.
on a aussi des actions de prévention au niveau du risque chimique, mais un agriculteur qui, par exemple, je donne l'exemple des produits phytosanitaires, donc il a le risque d'être contaminé par les substances, mais il a aussi la pression du regard des autres, le fait que quand en combinaison de cosmonaute, il fait son épandage, il est obligé de le faire la nuit parce qu'il ne veut pas être vu, etc. Et donc, si vous voulez, c'est jamais le risque psychosocial, enfin, les troubles, enfin, l'atteinte psychique n'est jamais uniforme, c'est toujours associé et c'est présent partout, quelles que soient les expositions professionnelles. Donc déjà, lors du plan précédent, on est parti sur une vision globale et systémique avec une acculturation progressive de nos équipes pour qu'ils aient cette compréhension qu'on n'est plus en risque, mais en vision globale. Voilà. Donc ça, c'est sur nos méthodologies d'intervention. Maintenant, pour parler des déterminants au niveau des populations agricoles. Alors, dans les populations agricoles, nous avons les producteurs de terrain, voilà. Mais nous avons aussi des OPA, avec des banques, des assurances, enfin une banque, une assurance, des organismes professionnels agricoles qui ont, comme au régime général, les mêmes déterminants en termes de risques de problèmes, d'effets à type de troubles psychosociaux. Mais nous avons aussi toute la population qui fait la production agricole. Et donc nous nous basons sur les 6 critères de Colac, qui sont les critères qui permettent l'expertise des risques psychosociaux. Donc on en a 6 qui datent de 2011. Et quand on regarde un petit peu au niveau agricole, je dirais qu'ils cochent pratiquement toutes les cases. Nos exploitants agricoles, intensification du travail, et Madame Gauthier vous a expliqué la vie d'un exploitant agricole qui a des horaires à rallonge, une responsabilité. La pression sociétale, je ne vous parle pas des pressions par rapport aux produits phytosanitaires, la pression par rapport à l'eau, la pression écologique, etc. Les crises agricoles qui se sont répétées ces derniers temps, les crises zoonotiques, donc qui entraînent, je pense en particulier à la MHE, maladie hémorragique, je ne sais plus, et la DNCB, qui entraînait pour la DNCP, d'un point de vue avec des conséquences économiques, puisque c'est l'abattage du troupeau. Et donc, il faut savoir aussi qu'un agriculteur, son troupeau, c'est sa vie. Et donc, ça vient même au niveau de l'intime. J'ai été sur le terrain un petit moment, et j'avais un agriculteur qui appelait ses petits veaux en lui disant « Viens chercher du bonbon, viens chercher du bonbon ». Il y a une relation au niveau que le monde, enfin, que les gens qui n'ont pas côtoyé l'agriculture n'ont pas la notion de l'affection, de l'amour qu'ils ont pour les animaux qu'ils élèvent. Voilà. Mais c'est vrai ce que je dis. Je peux confirmer. Et donc, quand on vous abat un troupeau, eh bien, non seulement vous avez des conséquences économiques, vous avez tout le travail, et puis, alors au niveau du travail, il y a tout le travail aussi de génétique, d'amélioration du cheptel. Ça, il faut penser à ça, parce que les gens qui sont vraiment très pointus dans les élevages bovins, par exemple, ils font des croisements pour améliorer le cheptel, etc. Donc, quand on vous abat le troupeau, tout le travail, même qui peut venir des parents, des grands-parents, il est mis par terre. Voilà. Donc pour vous dire l'impact que peut avoir une crise agricole sur le psychisme d'un agriculteur. Donc ça c'est un exemple. Les crises climatiques, n'en parlons pas. Dans certains territoires sont envisagés des changements de culture. Et donc nous, au niveau du plan santé sécurité au travail 2026-2030, nous avons une action qui est d'accompagner justement ces agriculteurs qui vont devoir changer de production, parce qu'en changeant de production, on va changer les conditions de travail. Et donc notre objectif, c'est de faire en sorte que ces nouvelles conditions de travail soient le plus possible vivables
viables, mais aussi vivables pour leur vie. Voilà. Donc un agriculteur, il doit faire la part entre sa vie professionnelle et sa vie familiale, et c'est toujours très compliqué. La prédation aussi, les problèmes de prédation du loup, de l'ours, etc. C'est très compliqué parce que ça les met dans des situations. Non seulement ils perdent leur troupeau, mais en plus ils peuvent pas. Enfin bon, c'est assez compliqué. Donc ça entraîne aussi, d'un point de vue psychologique, de fortes conséquences. Et donc, voilà. Donc, ils ont une insécurité de leur situation, ils ont des conflits de valeurs, et ils ont... alors, ce qu'il y a aussi, et ça, je peux le dire parce que nous sommes au Sénat, c'est la surenchère de normes leur complique énormément la vie. Et voilà. Donc, la surenchère de normes, c'est extrêmement compliqué, et donc... ça les fait sortir beaucoup de leur métier de base, je dirais, puisque c'est tout juste, il ne faut pas qu'ils soient juristes, quoi, quelque part. Donc, ça complète les propos de Madame Gauthier. Et voilà. Et donc, nous, au niveau de la MSA, donc nous, la santé-sécurité au travail, nous essayons, nous sommes complètement intégrés dans le plan prévention du mal-être, et nous nous positionnons en prévention en amont. C'est-à-dire que, par exemple, dans le plan de mal-être, a été mis en place un réseau de sentinelles qui permet de repérer des personnes qui vont mal. Voilà. Et donc, ils vont être pris en charge par différents outils, l'aide au répit, des psychologues, agri-écoute, etc., qui sont gérés par les travailleurs sociaux. Voilà. Mais l'idée, c'est, une fois qu'ils ont été accompagnés, qu'est-ce qu'on fait? Donc nous, je me dépêche, je finis. Oui, parce que... Voilà, je finis. Donc nous, la SST, l'idée, c'est de venir au niveau de la situation de travail, échanger avec eux de façon à ce qu'ils retournent dans une situation de travail qui n'est pas identique à celle qui a été la raison pour le bon. Voilà. Donc j'ai amené différents documents que je vous remettrai. Voilà. Alors, je vais compléter les propos de ma consoeur en essayant de m'articuler, parce que de ce fait, elle a balayé plusieurs questions en une. Donc peut-être en restant macro sur son dernier propos, plus sur une dimension santé publique, parce que effectivement, par rapport à cette population agricole, on a un véritable enjeu de santé publique par rapport à cette santé mentale. Donc certes, on a une population qui est extrêmement engagée, investie, pour beaucoup par vocation, mais avec des métiers qui vont être éprouvants, qui parfois peuvent isoler socialement, et parfois permettre un recours aux soins qui peut être retardé de par cet isolement et cette difficulté aussi à aller vers un parcours de soins. Donc il y a un enjeu majeur par rapport à cela, par rapport à la détection, comme le docteur Semeraro le disait, en situation de travail, mais j'oserais dire au-delà également. Et enfin, au-delà du repérage de ce mal-être, avec tout ce qui a été mis en place comme parcours par rapport à la singularité de notre population au sein de la MSA, mais également le rôle essentiel du soutien, du maintien du lien, et également de l'équilibre entre cette vie professionnelle et cette vie personnelle qui parfois peut être rompue et peut être un facteur aggravant. Et à partir du moment où un diagnostic est posé, s'il y a cette rupture également avec la sphère familiale, une difficulté d'autant plus accrue pour ces personnes, pour ces patients, pour remonter et à nouveau être en possibilité à la fois d'avoir une activité professionnelle, mais également une activité au quotidien tout court. Par rapport à la prévention de la désinsertion professionnelle, peut-être vous éclairer sur l'articulation étroite que nous avons dans le cadre des cellules pluridisciplinaires opérationnelles, puisque au niveau du contrôle médical, nous allons parfois arriver en aval, mais parfois aussi en amont, par le biais de l'adressage d'un arrêt de travail suite à une prescription d'un médecin de soins.
Donc, de ce fait, on va être partie prenante dans cet accompagnement de ces adhérents. Et comme le disaient le docteur Semeraro et Madame Gauthier, de manière singulière et particulière par rapport à la situation de l'individu, parce que les accompagnements que l'on va proposer ne sont pas forcément transposables, parce que chaque situation va être particulière et parfois avec des difficultés complémentaires qui peuvent être sociales, financières, familiales, donc pour prendre l'individu en compte, mais dans sa globalité. Au niveau des contrôles médicaux, une petite particularité, c'est que l'objectif est aussi de sécuriser le traitement de ces arrêts de travail lorsqu'ils arrivent au sein des contrôles médicaux, avec des fréquences qui sont arrêtées dans le cadre du plan de contrôle pour essayer d'arriver le plus en amont possible et le plus précocement possible et de pouvoir s'articuler avec les autres services de la caisse. Donc le premier temps est à 45 jours d'arrêt de travail et ensuite on a un plan de contrôle qui va s'échelonner avec des fréquences et des requêtages qui sont traités de manière obligatoire et systématique au sein de ces services. Ceci complété par des actions de gestion du risque et également des actions de maîtrise des risques. Donc, s'agissant spécifiquement des pathologies psychologiques et ou psychiatriques, il y a des actions qui sont basées sur un requêtage par rapport au code SIM, donc au code maladie, de la classification des maladies, pour toutes les pathologies en F, qui font l'objet d'un requêtage mensuel, qui sont systématiquement visées par le médecin conseil et pour lesquels il y a un travail en pluridisciplinarité au sein des contrôles médicaux. Parce que lorsqu'on arrive au-delà de 45 jours d'arrêt de travail, on sait que l'on risque d'être dans une situation complexe qui est susceptible de demander un accompagnement pluridisciplinaire au-delà du contrôle médical. Et de ce fait, ces dossiers sont visés systématiquement. On le complète également avec des actions de gestion du risque. Et simplement, pour vous la citer, on pourra bien évidemment, dans le retour écrit, vous apporter tous les compléments d'information que vous souhaiterez. Mais on a déployé depuis l'année dernière une action singulière et particulière à destination d'employeurs par rapport à une information à leur destination, dans un premier temps généraliste, sur une cartographie des arrêts de travail, avec les typologies d'arrêts de travail, les durées moyennes, le rapport avec le genre, le lien ou non avec une affection longue durée, et également ceci par filière, avec des indices moyens de fréquence et des atypies par rapport à certaines professions. La deuxième étape, en articulation avec la santé-sécurité au travail, l'action sanitaire et sociale, mais également les directions entreprises, les pôles prévention, est de pouvoir identifier territoire par territoire, les entreprises qui vont être le plus en écart par rapport à l'indice moyen de leur filière et de leur proposer sur la base du volontariat un accompagnement. Donc, dans un premier temps, la visibilité de leur cartographie individuelle comparativement à leur filière et ensuite la proposition d'un accompagnement pluridisciplinaire par rapport aux typologies identifiées d'anomalies au sein de ces entreprises. Je me permets à la suite de passer à la question 7 qui était par rapport aux chiffres qui étaient demandés et de vous préciser qu'il y a par rapport au risque maladie une limite dans l'exercice du requêtage. C'est que les avis d'arrêt de travail qui vont arriver au sein des caisses, c'est donc visé dans le cadre des contrôles médicaux, vont avoir un code pathologie parce qu'il y a un élément d'ordre médical qui justifie cet arrêt de travail avec un code SIM. Dans le cadre du risque maladie, il ne peut pas être fait de lien avec le fait que cet élément médical soit en lien avec la situation de travail. Donc c'est vraiment une limite de l'exercice par rapport à tous les arrêts de travail qui vont arriver sur le versant du risque maladie. Par contre, je vais vous partager une... Pardon. Alors rapidement, parce que là, on va devoir laisser la place aux questions et on vous demandera de nous répondre par écrit. D'accord. Voilà.
Vous vouliez donner une dernière précision ? Peut-être sur les maladies professionnelles, pour vous donner peut-être l'évolution Oui. depuis 2021 jusqu'à 2023. Donc, au niveau des maladies professionnelles, vous le savez, on est en hors tableau, puisqu'il n'y a pas de tableau de maladies professionnelles. Donc, avec déclaration de maladie professionnelle, certificat médical initial, un taux d'IPP prévisible de plus de 25% ou le décès de l'assuré. Et là, nous avons eu, entre 2021 et 2023, une évolution uniquement pour les affections en lien avec les pathologies psychologiques et ou psychiatriques, de 340 dossiers qui ont évolué à 379 dossiers en 2023. L'année 2024 est en cours de consolidation. Il y a au total, en sachant que la répartition, si je prends 2023, il y avait 102 dossiers pour les salariés et 11 dossiers pour les non-salariés agricoles, et avec un retour du C2RMP en moyenne de 50% d'accord. Donc c'était pour vous donner un éclairage, mais bien évidemment, nous pourrons vous transmettre tous ces chiffres. Si vous me permettez un dernier propos par rapport à l'évolution vers la souplesse des modalités, il y a eu des travaux, des groupes de travail par rapport à cette projection, et peut-être vous partager plusieurs écueils ou freins qui ont pu être identifiés. C'est que déjà, à notre connaissance, aucun groupe de travail n'a abouti par rapport à la proposition de cette projection. Le fait également que les maladies qui pourraient apparaître dans cette première colonne, il est extrêmement compliqué par rapport à la présomption d'imputabilité de pouvoir en avoir une liste pour lesquelles on soit certain de cette présomption d'imputabilité avec une activité professionnelle. Pour la deuxième colonne, la difficulté extrême de pouvoir cibler ou mettre un bord, je dirais, par rapport au délai d'exposition, puisqu'ils vont être extrêmement individuels par individu et suivant les situations de travail. Et même chose pour la colonne 3, par rapport à une liste indicative ou limitative de travaux qui vont être extrêmement compliqués à formaliser et qui vont être extrêmement dépendants de l'individu lui-même et de sa situation de travail. Je vous remercie. Je vais aller très vite puisque vous aurez l'occasion de répondre aussi par écrit et que on a des questions au gouvernement dans quelques minutes. Moi, j'ai envie de vous dire qu'on a bien compris effectivement la particularité à la fois de vos régimes et de cette filière ou de ce secteur d'activité dont tous les Français connaissent aujourd'hui, à travers les nombreuses crises agricoles que nous avons connues, la difficulté ou certaines difficultés et le développement d'un mal-être. J'aurais envie de dire, le constat que vous faites dans le monde agricole, est-ce qu'il vous paraît suffisamment spécifique pour justifier une place distincte dans le rapport? Parce que dans ce que j'entends, il y a une grande partie de choses commune à l'ensemble des professionnels et des secteurs privés, publics, au regard effectivement du sujet qui est le nôtre, c'est-à-dire les souffrances psychiques au travail. Donc ça, c'était la première question. Si oui, quel est l'angle mort pour vous dans les missions qui vous ont été données, et notamment sur la question de l'accompagnement parce qu'isolement, parce que pression économique peut-être différente, vous en avez dit certaines choses, mais peut-être par écrit, vous allez pouvoir le compléter. Et à vos yeux, quelles seraient les recommandations que notre rapport pourrait faire? Et puis une petite question, mais là beaucoup plus précise, c'est sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Vous n'en avez pas parlé. Est-ce que ça voudrait dire qu'on n'est pas dans le même temps dans le milieu agricole que dans d'autres secteurs d'activité? S'il est obligatoire, comment vous l'accompagnez? Est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il est mis en place? Et je crois que mes collègues vont y aller dans la foulée. Elles ont quelques questions, Madame la Présidente, si vous le permettez. Oui. Oui, merci. J'ai juste 3 petites questions. En fait, j'aimerais savoir si vous avez constaté une hausse du mal-être dans le monde agricole ces dernières années, en particulier depuis le Covid. Quels domaines et métiers agricoles sont pour vous les plus exposés? Et est-ce que les jeunes sont davantage concernés par ce type de problème? Merci. Je vous laisse répondre sur le DUERP.
Désolée, vous allez avoir tout le flot de questions et vous aurez tout loisir d'y répondre. Merci de ces éclairages et de votre façon aussi d'aborder la question. Alors moi, je me suis arrêtée sur ce que vous avez évoqué comme méthode de travail et d'observation. Je pars de votre phrase, on cible la situation de travail par l'individu, repérer les situations de travail à risque, identifier, analyser, transformer si possible les situations à risque justement. Et en fait, peut-être c'est un défaut d'écoute à cette heure-ci, parfois c'est pas toujours facile, mais j'ai eu l'impression que vos illustrations et vos explications ensuite n'évoquaient que justement les individus. J'ai entendu le mal de dos, tout ça, la prise en charge, l'accompagnement. Et ce qui m'intéresserait, c'est de savoir effectivement c'est quoi ces situations, comment vous les qualifiez, et surtout comment vous réussissez ou pas, parce que la transformation, c'est pas hops, j'ai trouvé un problème, je le modifie. On est au clair par rapport à ça. Il n'y a pas de. Mais comment vous réussissez à transformer ces situations et du coup l'hypothèse que vous faites, c'est que ça évitera de générer d'autres risques, d'autres troubles même, parce que je trouve intéressant la différence que vous faisiez entre risque et troubles, parce que là, pour le coup, il y a à la fois les risques avérés dans la situation, mais il y a les troubles observables sur les individus. Voilà, si vous pouvez par la suite illustrer de quelle façon vous vous y prenez, je trouverais ça intéressant, et je trouverais que ce serait une contribution intéressante. Alors, j'ai pas fait toutes les auditions, mais j'ai pas vu beaucoup de propositions de cet ordre-là, par exemple. Je vais peut-être rappeler, je vais plutôt faire, moi, sur un contexte un peu général, parce que je pense que peut-être on a, quand vous me demandez s'il faut faire un focus particulier, évidemment, alors moi j'ai envie de vous dire qu'on a une particularité en agriculture, c'est qu'on exerce souvent un métier au regard de tous, puisque bien souvent nous sommes évidemment, nos champs, nos cultures sont à la vue de tous, et que forcément la population, l'ensemble de la population peut avoir un avis, un regard, alors pour le coup pas d'experts, mais vont l'avoir d'une manière parfaitement de spectateurs. Et c'est complètement paradoxal par rapport aux métiers d'agriculteurs qui sont souvent avec des profils qui se disent plutôt dans l'isolement et qui se retrouvent sous le feu des médias très régulièrement. Si je prends l'illustration, vous savez, très souvent, l'agriculteur pollueur, on illustre toujours l'agriculture avec un pulvé derrière un tracteur. On ne passe pas notre vie à faire ça. Et autant vous le dire que plus on peut s'en passer, plus on le fait d'ailleurs. Ça, je peux vous l'assurer pour être agricultrice. Voilà, mais c'est quand même un paradoxe. C'est qu'à la fois, on a un métier qui est surexposé en termes d'image par rapport à un industriel qui va travailler derrière des murs. Nous, c'est à la vue de tous et tout le monde a un avis sur tous. Et nous sommes de plus en plus confrontés. Moi, pour avoir un fils qui est désormais installé, je peux vous dire que la société évolue beaucoup. Jamais mon mari ne s'est fait arrêter avec son tracteur agressé par quelqu'un qui fait son jogging sur le bout du champ qui passe. Moi, mon fils, ça lui est arrivé l'année dernière. Et vraiment, ça l'a perturbé. Il m'a dit, mais c'est ça que je vais devoir faire ? Devoir m'expliquer à chaque fois que je fais un truc, parce que bien évidemment ce qu'il fait, il dit mais moi je fais ce qui est légal, ce qui est normal dans l'exercice de mon métier, et du coup ça donne le sentiment d'être parfois abandonné, d'être déclassé, méprisé, mal reconnu dans son travail. C'est très important, très impactant en fait chez nos exploitants et chez les salariés des exploitations agricoles bien évidemment. J'ai une autre problématique, et là c'est vraiment le ressenti de l'exploitante que je vous expose, et qui est évidemment quelque chose de singulier, parce que souvent on aime la discrétion et notre métier nous oblige à être tout le temps mis en lumière, et souvent
sous des côtés qui ne nous ressemblent pas. Voilà, on est là pour nourrir les gens et souvent on nous traite d'empoisonneurs. Autant vous dire que psychologiquement, il faut être un petit peu costaud parce que c'est quand même difficile à vivre et c'est même inacceptable d'entendre des propos pareils. Jamais vous entendrez un agriculteur qui exerce son métier dans l'objectif d'empoisonner quelqu'un ou de détruire quelqu'un. C'est absolument invraisemblable, impensable. Mais chacun a un avis sur notre métier. Donc ça, c'est quand même déjà une première limite et je ne sais pas comment il faudrait faire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est ressenti négativement de la part de nos agriculteurs maintenant. Et plus ils font leur travail consciencieusement, plus ils ont adapté les règles, les normes, plus, en fait, on entend quand même parler d'eux. Donc, du coup, c'est un peu le désespoir de temps en temps. Ils ont l'impression que, malgré tous les efforts qui ont pu être faits depuis 20, 30, 40 ans, eh bien, malheureusement, on a l'impression qu'on est encore moins bien, moins bon qu'auparavant. Alors que je peux vous dire, il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits et tout ça a une incidence très forte sur la santé, évidemment, la souffrance au travail, le psychique de l'ensemble de nos ressortissants qui sont, en tout cas pour ceux qui sont en production. Je fais un petit focus par rapport au lien Covid, peut-être plus par rapport à ceux qui sont travailleurs dans le tertiaire pour l'avoir entendu de la part de certains. Pour beaucoup, le télétravail désormais s'est installé, mais alors il a des côtés bénéfiques, mais je crois aussi qu'il a des effets que l'on n'avait pas mesurés. Moi, certains me disent, je travaille dans ma banque, dans mon bureau toute la journée, et en fait, le temps du trajet me permettait de me déconnecter le cerveau pendant mon quart d'heure, ma demi-heure de route. Quand vous habitez en Anjou, vous êtes sur le bord de la Loire, évidemment, ça vous apaise et vous rentriez à la maison plus serein. Là, j'appuie sur mon bouton, je fais déconnexion et je suis tout de suite dans ma vie familiale et je n'ai pas ce sas de décompression. Peut-être c'est plus difficile à vivre. Je vous le dis parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine du tertiaire qui en a témoigné. Voilà ce que je voulais illustrer. Alors, donc je vais déjà répondre rapidement sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Comme tous les services de santé et sécurité au travail, nous avons un service socle à rendre à nos adhérents avec trois services dans le socle. La prévention des risques professionnels et dedans, il y a des actions d'évaluation, d'accompagnement des entreprises à l'évaluation des risques et évidemment, nos équipes accompagnent les entreprises pour la rédaction du document unique d'évaluation des risques professionnels. Et particulièrement, nous sommes parfaitement informés et nous sensibilisons les entreprises à déterminer à la fois les risques en fonction du genre et aussi les risques psychosociaux, évidemment. Donc, ça fait partie de nos actions pérennes en tant que service de santé et sécurité au travail. Pour répondre à Madame, correspondant à notre méthodologie, en effet, nous partons. Il faut bien repérer les situations qui ne vont pas. Alors, on peut les repérer lorsque on fait une fiche d'entreprise et qu'on va faire une évaluation des risques, mais c'est une façon de repérer une situation qui peut être délétère, mais on a plusieurs autres possibilités. Nos médecins et nos infirmiers, c'est plutôt nos infirmiers qui voient des gens de façon... les médecins voient surtout les gens qui vont mal, en fait, puisque il y a besoin d'une expertise plus importante et comme on est obligé, on a beaucoup moins de médecins, comme tout le monde, on a un déficit en médecins, on donne beaucoup nos infirmiers sont là, et très compétents, et donc on repère des gens qui individuellement vont mal. Donc, on ne se contente pas de les envoyer vers le soin. Notre rôle de médecin du travail, c'est d'aller regarder la raison pour laquelle ils vont mal en lien avec le travail. Et du coup, en repérant ces situations on va être amené à aller intervenir dans l'entreprise de façon à mobiliser l'employeur, d'analyser la situation et de l'accompagner sur une situation, mais pour tout, pour que ce soit pour des problèmes de douleur à l'épaule ou pour des problèmes donc ça peut être lors d'une visite systématique, mais ça peut être aussi lors d'une visite de reprise, de la même façon que quelqu'un reprend avec un problème d'épaule qui a été soulagé, on va pas le remettre sur un poste de travail qui va le conduire à nouveau à avoir un problème d'épaule, donc on va aller examiner la situation de travail, l'améliorer, mais en améliorant pour la personne qui est mal,
on va l'améliorer aussi pour les suivants qui vont arriver sur la même situation de travail. Donc en fait, on part d'une prévention secondaire pour aller sur une prévention primaire pour d'autres personnes. Voilà, je ne sais pas si... Et par ailleurs, donc, il y a les visites médicales, il y a les conseillers en prévention qui sont beaucoup dans les entreprises, qui vont repérer des situations. Et on a aussi, dans le cadre du guichet unique, on a nos médecins conseils qui nous demandent des visites de pré-reprise et qui nous permettent aussi de repérer des situations délétères, quelle que soit la pathologie. Et aussi, dans le cadre du PMEA, avec le réseau des sentinelles, on peut être amené à aussi repérer des situations. Et donc, on part de l'individu pour aller sur le collectif. Mais c'est pour insister sur le fait que le travailleur social va s'occuper de l'individu, mais nous, pour être complet, on va essayer d'aller... Enfin, notre rôle, c'est d'aller sur le collectif. Parce qu'en allant sur le collectif, non seulement on va améliorer une situation de travail globale et en parlant, donc peut-être améliorer les risques de troubles musculo-squelettiques, troubles psychosociaux, mal-être, mais aussi les addictions. Parce que quelque part, si on est conduit en raison du travail à céder avec un petit peu d'alcool, à prendre un peu de cocaïne pour supporter une situation de travail qui n'est pas bonne, quelque part, dans notre façon de faire, on essaye, on a plusieurs conséquences. Alors évidemment, la transformation, elle n'est pas, on n'est pas dans une vision de solution toute faite. Voilà. Donc c'est une solution construite et donc c'est pas toujours facile. Voilà, ça c'est clair. Mais en prenant l'exemple des TMS, ça fait 30 ans qu'on travaille sur les ports de charge, etc. Et pour l'instant, les maladies professionnelles n'ont pas baissé. Donc on tente le coup en travaillant sur une autre façon de faire. Et dans le plan précédent, on avait commencé à s'engager sur une vision globale. Voilà. Moi, je voudrais savoir si vous avez deux pôles distincts, puisque il y a d'un côté les exploitants agricoles, dont on connaît les difficultés dont vous avez parlé. Vous avez cité un exemple, et il y en a beaucoup d'autres, qui subissent une pression extraordinaire qui les conduit à des situations très compliquées et parfois des gestes désespérés. Et il y a aussi toute l'industrie agroalimentaire. Ce sont deux domaines complètement différents. Donc là, ce dont vous venez de parler concerne plutôt, j'imagine, l'industrie agroalimentaire. C'est comme ça que je l'ai compris. Est-ce que ce sont deux pôles différents ? Est-ce que vous avez vraiment des choses qui sont compartimentées sur votre façon de travailler ? Voilà. Pas du tout. La méthode, elle est identique, quelle que soit la filière. Et je dirais au niveau troubles psychosociaux, comme au régime général, on en a beaucoup aussi dans les organismes professionnels agricoles, banques, etc. Voilà. Non. Donc la différence, c'est que nos exploitants non salariés agricoles ne bénéficient pas du suivi santé au travail qu'ont les salariés. Pour autant, nous leur proposons une adhésion volontaire, mais pour autant aussi, même sans adhésion, quand ils sont dans la difficulté, on les prend en charge quand même. Et nous avons des conseils. Alors, voilà, on ne les laisse pas sur le bord de la route, et nous avons des conseillers en prévention qui ont les deux cibles, ont les entreprises et les exploitations. La seule différence, c'est qu'au niveau suivi de santé au travail, les non-salariés ne bénéficient pas du même suivi réglementé. Donc là, il existe une adhésion volontaire qui leur permet, mais il faut qu'ils fassent la démarche d'une adhésion annuelle volontaire. Voilà, c'est en train de monter en charge. L'objectif étant d'arriver plus précocement en repérant des situations qu'on a malheureusement catastrophiques quand on est au stade de la désinsertion professionnelle. Notre objectif, c'est d'arriver le plus précocement possible. Alors, de ce que je retiens de vos propos aussi, c'est que vous faites un lien, clairement, entre certaines situations de maladies professionnelles, y compris de maladies psychiques, et une situation au travail. Oui, j'ai bien compris. Oui. Non, parce qu'hier, nous avons auditionné d'autres personnes, et notamment des représentants des syndicats patronaux qui
nier tout à fait le fait qu'il puisse y avoir une relation entre un trouble psychique et une situation au travail. Avant, nous avions entendu les médecins de la partie, j'ai envie de dire, CPAM, enfin voilà, hors agricole, qui n'étaient pas du tout du même avis, bien évidemment. Et aujourd'hui, je vous entends et j'entends ce lien que vous faites et qui... Alors, c'est pas un lien obligatoire. Ah, on est bien d'accord. Sauf que nous, On est bien d'accord. nous, notre périmètre, c'est le travail. Et donc, quand on dit médecin du travail, on a l'habitude d'expliquer à nos nouveaux médecins que nos patients ne sont plus les individus, mais le travail. Donc, notre rôle, c'est de soigner le travail. Donc, évidemment, on va pas prendre en charge le schizophrène, on va l'accompagner. Pour autant, mais une personne ayant une maladie psychique, on va l'accompagner pour lui permettre de travailler dans de bonnes conditions pour autant. Mais on ne peut pas nier le fait que certaines situations de travail, du fait de leur organisation, du fait peut-être des personnes qui sont dans le collectif de travail, peuvent engendrer une situation délétère. On ne peut pas le nier puisqu'on le voit tous les jours. Mais pour autant, on ne veut pas stigmatiser les employeurs. Notre rôle, c'est d'accompagner parce que l'employeur, il est aussi quelque part, il en subit aussi les conséquences. Une situation de travail dégradée, ça veut dire moins de performance au niveau de l'entreprise. Et donc, quelque part, c'est écrit dans notre compte-rendu, mais quand on agit sur une situation délétère pour la santé, on améliore aussi la performance de l'entreprise. C'est très souvent multifactoriel. Vous savez bien, une situation familiale compliquée va potentiellement avoir des effets sur le travail, et un travail compliqué peut aussi inversement avoir des répercussions sur la vie familiale. C'est bien. Sauf que dans un cas, on peut le prendre en compte, dans l'autre, on peut pas. Et donc, comment on fait la différence ? Ah ben alors ça, par contre, si on veut imputer véritablement la raison du mal-être ou de la souffrance à l'organisation collective du travail. C'est pour ça que c'est si difficile de définir un tableau de maladie professionnelle sur ce sujet-là, parce qu'il y a des fois déjà un problème de diagnostic, voilà, et que et comme c'est un problème d'équilibre entre la charge que la personne subit et sa capacité à y faire face. Chaque individu est différent et donc c'est difficile de faire une généralité de quelque chose qui est si complexe. On a bien compris, mais dans ce cas de figure, comment mieux accompagner quand il y a effectivement de la souffrance au travail, ou comment mieux réparer, parce que s'il n'y a pas reconnaissance, il n'y a pas réparation. Donc c'est aussi une vraie question. Oui, tout à fait. Pour autant, comme je l'évoquais tout à l'heure, il existe quand même la possibilité de déclarer une maladie professionnelle hors tableau, de par le système complémentaire, étant entendu que à l'automne, il y aura une réparation qui sera plus importante avec la dualité de la rente, qui permettra d'avoir une réparation qui soit majorée avec l'IPF en complément. Effectivement, je pense qu'on l'a toutes dit, c'est effectivement compliqué de pouvoir être dans le cadre d'un tableau où on sait qu'en amont, on va avoir une présomption d'imputabilité par rapport à la difficulté du diagnostic, comme vous l'évoquiez, en lien avec le travail, et également par rapport à la durée, au délai de prise en charge, aux listes de travaux, parce que, comme on le disait tout à l'heure, d'un individu à l'autre, ce point de rupture ne sera pas forcément le même, et également, pour un même individu, suivant la partie de vie dans laquelle cela se déroule, le point de rupture d'équilibre ne sera pas forcément le même non plus. Permettre d'ajouter, c'est peut-être utopiste, mais notre objectif à nous, en SST, c'est d'éviter la réparation. C'est d'agir le plus tôt possible de façon à ce qu'on n'ait pas besoin d'aller sur la réparation. Très bien, je vous remercie infiniment, mesdames.
d'avoir accepté de venir faire cette audition qui va nous aider dans la progression de notre rapport. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bon après-midi.